Mais moi, je m'étais écrit un papier qui, tout au long du temps que j'investissais à écrire le livre, je relisais matin et soir pour me garder en confiance. Puis j'avais écrit qu'avec ce livre-là, je l'écrivais pour que des centaines de milliers de gens le lisent à travers le monde, que je devienne une référence en agriculture biologique, puis que je contribue à changer le monde pour un avenir vraiment positif. Puis j'avais écrit ça là, assez textuellement, puis je le lisais matin et soir. Bienvenue dans Entrepreneurs du Vivant, le podcast où on explore comment créer des entreprises qui régénèrent la planète et les humains. Ici, on parle de vision, de valeur, d'impact, on parle vrai, parce qu'on parle aussi de réalisme, de doute, de ce qu'il faut traverser intérieurement pour bâtir un projet qui a du sens. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Martin Fortier, une référence mondiale dans le domaine de l'agriculture écologique, un paysan entrepreneur québécois qui a révolutionné la manière de faire du maraîchage, sans grosse machinerie agricole, sans intrants chimiques, et avec une rentabilité que beaucoup pensaient impossible. Il a fondé la ferme des 4 temps, un modèle d'agriculture régénératrice qui allie performance économique, écologie profonde, transmission. Il est l'auteur du best-seller Le jardinier maraîcher qui a été traduit dans plus de 10 langues. Il a inspiré des milliers de micro-fermes à travers le monde. Il a même eu sa propre émission de télé aux États-Unis. Mais derrière le succès du jardinier maraîcher, il y a un homme, il y a même un couple qui parfois doute, qui s'est réinventé plusieurs fois, qui a traversé tempête et succès. Dans cet épisode, on va parler de ce parcours entrepreneurial qui est hors norme, de la petite ferme en bio-intensif à la création d'un mouvement quasiment mondial. On va aussi parler de ce que ça demande humainement, les débuts sans argent, le manque de reconnaissance, les années de doute où il faut persévérer et le moment où tout bascule quand la passion devient une mission. Et cet épisode, il s'adresse justement à tous ceux qui veulent vivre autrement, à ceux qui rêvent par exemple d'un retour à la nature mais qui savent pas vraiment par où commencer, à ceux qui cherchent à rendre leur activité plus alignée, plus humaine, à prendre une nouvelle voie professionnelle, à ceux qui veulent prouver qu'on peut vivre dignement aussi en cultivant la vie, parce que Jean-Martin Fortier n'a pas seulement créé une méthode agricole, il a prouvé qu'on peut réconcilier écologie, rentabilité, joie de vivre. Et c'est cette équation rare, puissante et profondément inspirante qu'on va explorer aujourd'hui. Je te laisse découvrir notre conversation. À plus. Bienvenue Jean-Martin Fortier dans ce podcast Entrepreneurs du Vivant. Super heureux de te recevoir. Je suis évidemment ton travail depuis longtemps, mais je suis très honoré de te recevoir. On va parler aujourd'hui pas de légumes, pas de techniques agricoles, mais on va parler d'entrepreneuriat. Et encore une fois, bienvenue. Merci. Écoute, sincèrement, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Je trouve ça le fun, ton podcast, parce que, puis en fait, toute la démarche que tu as, on parle pas beaucoup de ces choses-là. Puis je trouve même qu'en France, dans toutes les années dans lesquelles j'ai été ici, tu sais, un de mes messages, ça a toujours été la ferme, c'est une entreprise, puis l'agriculteur, c'est un entrepreneur. Mm-hmm. Puis tu sais, de parler de rentabilité, de chiffre d'affaires, de toutes ces choses-là, quand je venais en France à l'époque, c'était à la limite tabou. Ouais. Les gens étaient très mal à l'aise que moi, je dise le chiffre d'affaires de ma ferme. Mm-hmm. Puis c'était tellement nécessaire parce que si on voulait parler d'écologie, il fallait parler... Il faut que ça mène à la rentabilité. Puis en tout cas, ça, c'est... Je crois que c'est plus comme ça en France. Je crois que ça a quand même changé. Ça a évolué, mais il y a encore de beaux travaux à faire sur ce sujet-là pour faire avancer cette thématique. On te connaît pour tes réalisations, plusieurs centaines de milliers de livres vendus, la ferme que tu as créée au Québec, ce modèle agricole qui est assez innovant et qui a essaimé partout dans le monde. On sait aujourd'hui, il y a eu plein de choses, maintenant il y a des entreprises différentes. Moi, j'ai envie de revenir au Jean-Martin et à ta femme Maude, c'est ça? Ouais, Maude Hélène. Ma blonde. Ta blonde. Tu peux dire ma blonde, ça va être plus simple. Et à ta blonde, oui. Puisque vous étiez ensemble dès le début. Ouais. Qu'est-ce que c'était, donc Jean-Martin et Maude, qu'est-ce que vous étiez avant que cette ferme naisse? Quel était votre parcours? Tu viens du milieu agricole? Tu viens pas du milieu agricole? Non, c'est chouette. Non, les deux, on vient pas du milieu agricole. Nos parents n'étaient pas non plus des gens qui étaient plus sensibilisés à l'écologie que ça. Les miens, du moins, les siens plus. On s'est rencontrés à l'école de l'environnement McGill. Mm-hmm. Donc, on étudiait un bac de 3 ans sur l'écologie, l'agroécologie, l'environnement. Mais c'était pas nécessairement l'agriculture, c'était plus comme l'environnement at large. Puis on est devenus meilleurs amis. Puis éventuellement, on est devenus amoureux.
Puis quand on a fini nos études, on a fait un voyage. Puis on est parti dans des cafétales au Mexique. On était très inspiré par la démarche Fair Trade. En français, c'est café équitable. Équitable, oui, c'est ça. Donc là, on voulait aller sur les fermes, voir c'était quoi l'impact du café équitable. Parce que nous, on faisait de la promotion pour ça ici. En magasin, on allait voir des épiciers. On essayait de démarcher pour que les gens adoptent la marque équitable. Mais je voulais quand même aller voir c'était quoi l'impact que ça avait sur les fermes. Puis de là, on est allé au Nouveau-Mexique. Puis là, on a commencé à faire de l'agriculture, comme beaucoup de gens le font, là, de manière volontaire. On appelle ça du woofing. Ouais. Puis on a travaillé sur une ferme, puis je pense que ça a pris 2 ou 3 mois là, qu'on s'est regardé, puis je me souviens de ce moment-là, puis on s'est dit « Wow, c'est comme, on pourrait faire ça de notre vie, là, c'est vraiment cool. » Puis ça a été le début de notre aventure. On est resté là 1 an et demi, on est devenu gérant d'une autre ferme. Puis là, on a beaucoup appris, on a beaucoup compris c'était quoi. Puis on est revenu au Québec pour recréer ce qu'on avait vécu là-bas. C'était une place très, très particulière. Les gens appréciaient les fermiers. C'était à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. C'était très, très hippie, New Age. Il y avait beaucoup d'argent. C'était hot d'être là-bas. Puis quand tu étais le maraîcher, le fermier, tu étais comme... T'étais cool. Et moi, c'est comme ça que je suis tombé dans l'agriculture. Je raconte souvent l'anecdote, mais le fermier pour qui je travaillais, il venait du Québec. Richard Bélanger. Puis lui, le samedi matin, quand il amenait son mesclun, sa salade, il y avait une super longue file. Tout le monde le remerciait. C'était, it was a thing, là, d'aller chercher sa salade. Puis moi, je ramassais du cash. Puis on faisait 2, 3, 4, 5, 6 000 $ par marché. Puis Richard, lui, il prenait ses hivers pour aller au Mexique. Puis tu sais, j'étais comme, sérieux, c'est un beau lifestyle. C'est comme ça qu'on a été inspiré, entre autres, de faire ce métier-là. D'accord. Ça veut dire que tu as tout de suite été confronté à un système quand même relativement rentable. Ouais. OK. Ce qui n'est pas forcément la même vision à l'époque en France, où on n'était pas dans justement des systèmes forcément rentables, où on voyait plutôt les maraîchers un peu galérer il y a une quinzaine d'années pour arriver à sortir un revenu correct. Dans quel état d'esprit t'es quand tu crées ta ferme? Est-ce que tu as un rapport à l'argent compliqué? Est-ce que tu as un syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as des... Tu sais, quand il y a pas mal d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, qui se reconvertissent, etc., il y a ces thématiques-là qu'on va devoir traiter en premier. J'ai peur de me lancer, la sécurité par rapport à demain, ma famille, mon devenir, etc. Toi, tu as été confronté à des choses comme ça? Ou alors tu étais vraiment bille en tête, je me lance? Nous, on n'avait rien. Ouais. Donc, on est revenu au Québec. On a approché des gens qui avaient une table gourmande pour leur dire, on cherche un endroit où installer des serres, faire un potager. Puis on a vécu 2 ans dans un tipi, sur une terre louée. Puis avec pas d'eau chaude. C'est quand même le Québec, c'était comme une très, très mauvaise idée d'avoir un tipi parce que c'est très frais. Le matin. 8 mois par année, je dirais. Puis, tu sais, à un moment donné, après 2 saisons sur une terre louée, comme ça, à vivre vraiment en simplicité, là, en ultra simplicité, on a acheté une ferme. Puis la ferme qu'on a achetée, pour l'acheter, il a fallu avoir une dérogation pour avoir un permis de construire. Il a fallu faire un emprunt. Il a fallu monter un business plan. C'est ce que je t'ai dit. C'est là que un peu le premier... J'avais pas ça en moi, ça. Puis encore aujourd'hui, je suis pas une personne de chiffres. Vraiment, moi, quand je vois un tableur Excel, ça me dit rien du tout. Tu sais, je deviens un peu mélangé avec les chiffres. Mais mon père, lui, avait un MBA, soit un Master's en business. Puis lui, il m'a accompagné. Puis on a monté un bon plan d'affaires. Puis il était convaincant, le plan d'affaires. Moi, je suis une personne convaincante. J'ai convaincu les banques de me prêter parce que c'était 1 hectare cultivable. 1 hectare dans les chartes de référence. Nous, je disais qu'on allait faire 100 000 $. Mais ça, les autres, c'était peut-être, si tout va bien, peut-être 1 000 $, 2 000 $. Fait que, c'était pas connu, quoi. C'était pas connu, c'était une hérésie. Mais j'étais convaincant, j'étais convaincu. Puis on a eu le prêt, on a eu la dérogation pour construire la maison. Puis c'est comme ça que ma ferme a démarré. Mais d'accord. On est vraiment parti de rien. Moi, j'ai auto-construit ma maison. Ouais. Tu sais, c'est qu'on on n'a pas le syndrome. Nous, on avait beaucoup de choses. On n'avait pas rien à perdre, vraiment.
Mais on a quand même quelque chose qui est intéressant là-dedans en termes d'enseignement, c'est que tu commences avec l'argent des autres, enfin un emprunt en l'occurrence, tu as une part de risque qui est quand même assez importante. Tu commences avec des ambitions qui ne sont pas connues, qui sont au-delà des ambitions qui sont annoncées. Donc, c'est là, quand même, pour moi, qu'il y a la naissance quand même d'un état d'esprit entrepreneurial ou qu'il y a les graines de ça. Parce que voilà, il y a une prise de risque qui est quand même vachement importante. Tu vis ça comment sur le moment? Ça fait quand même longtemps. Je pense que on a été lancé dans le bain. Puis, il n'y avait pas vraiment d'option de pas se rouler les manches puis d'y aller à fond. T'sais, on voulait en vivre. Là, on avait un jeune bébé. Puis, t'avais le bébé. Oui, on avait un bébé. On a eu un bébé quand on est revenu au Québec. Donc, même dans le tipi, on vivait... C'était quand même très précaire. Puis, nos parents étaient quand même inquiets aussi. T'sais. On est revenu en disant on va être agriculteur, premièrement. Déjà là, c'est un choc. Après ça, on vit dans un tipi. C'est vraiment de la romance d'un jeune couple. Mais tu sais, rapidement, quand il y a des bébés... Tu sais, moi, je me souviens, mon enfant, il faisait tellement froid qu'il pleurait la nuit parce qu'il avait perdu son chausson. Puis tu sais, c'est des affaires de même un peu trash, que je dirais. Mais une fois que le plan d'affaires était calé puis le projet s'est mis de l'avant, moi, j'ai été habité d'une énergie... je la catégorise souvent... Je pense qu'il y a un esprit qui m'a accroché. Je pense que j'étais jeune, j'étais ouvert. Puis il y a quelque chose qui m'a accroché parce que le design, la ferme qu'on a montée, j'avais jamais vu une ferme comme ça. C'était une ferme qui n'existait pas dans sa manière d'être organisée, si je peux le simplifier. Puis c'est cette ferme-là qui a révolutionné l'agriculture par son design. Il y avait une contrainte d'espace, notamment. Et donc, ce design, il est né dès le début de l'activité? Oui, il n'a jamais changé. Puis c'est celui qui a été sémé maintenant dans des dizaines de milliers de fermes partout dans le monde. Puis mon seul point de référence, c'est que j'étais allé à Cuba, j'avais vu des fermes qui fonctionnaient sans tracteur, parce que nous, notre ferme fonctionne sans tracteur. Donc, elle est petite, elle est sans tracteur, puis elle est rentable, très rentable. Fait que là, c'est très weird pour les gens du monde agricole. Ils disent, si tu veux être rentable, il faut que tu investis, il faut que tu scales, il faut que tu grossisses ta ferme, il faut que tu te mécanises. Que tu t'étendes. Puis nous, c'est le contraire. On a gardé ça très petit, puis c'était très payant. Des marges nettes de 40-50 %. Donc, je sais pas ça a été quoi l'espèce de magie qui a fait que devant une charte invisible, devant l'invisible, on a créé quelque chose qui était un succès du premier coup. T'es allé au-delà de tes ambitions en termes de chiffre d'affaires ou t'es resté sur ces... T'es resté collé à peu près à ce que tu avais prévu? On a dépassé en l'an 3. L'an 3, on était déjà dépassé l'an 5 de mon plan d'affaires. La ferme était rentable dès la 2e année. La ferme faisait un profit la 3e année. Puis à l'an 5, la ferme faisait un profit que personne n'avait jamais vu vraiment dans le milieu. Puis ça se discutait pas beaucoup non plus. OK. Mais, tu sais, nous, on faisait chacun 40-45 000 dans nos poches. Après avoir payé l'hypothèque, la ferme, l'auto, on voyageait l'hiver. Les autres agriculteurs qui étaient dans mon réseau, c'était pas du tout leur réalité. Là. Est-ce que ça a généré des jalousies? Ou oui. Des jalousies. Aussi, je me souviens, ma blonde était extrêmement inconfortable que j'expose ça. Parce que... Tu parles de tes marges avec fierté. Ouais, moi, ce que je trouve logique et superbe. Ben oui, parce que moi, je voulais aussi faire réaliser aux gens qu'il y avait une autre manière de travailler. Mais elle, ça la rendait inconfortable. C'est une personne très humble qui veut vraiment pas flasher. Mais moi, j'avais un petit côté... j'avais un aspect pédagogique là-dedans, mais j'ai aussi aimé ça, apporter du nouveau, un peu bousculer le status quo, puis... Je me sentais vraiment investi aussi d'une mission, d'un appel, de partager ce que j'avais. Je peux te couper là-dessus, parce que ça m'intéresse. Ouais. Tu penses que ça naît où, ça? Tu penses que ça vient d'où? Le côté je me sentais investi d'une mission Parce que dans ce que je remarque des entrepreneurs du vivant, etc., il y a souvent un pourquoi très fort. Moi, j'ai mon idée de là-dessus, de d'où ça vient pour moi. Et toi, tu as une idée d'où ça prend naissance? Ben oui, mais je suis pas certain que les gens vont trouver ça très logique, ce que je vais répondre. On verra. On verra, ouais. Moi, je pense que
j'avais fait le vœu de vouloir être un acteur de changement, puis j'étais très sincère à ce niveau-là. Puis après ça, j'ai l'impression qu'il y a un esprit qui m'a déposé une graine. C'était cette graine de la ferme que j'ai créée qui, aujourd'hui, a eu de l'impact. Puis cet esprit-là, je crois qu'il est venu me voir parce que j'étais réceptif à ce que lui avait à me donner. Puis c'est lui qui m'a habité, qui a fait que la ferme était, tu sais, comme... Je vais pas dire un Picasso, mais tu sais, c'est comme des très, très bons réglages qu'on n'avait pas vus avant. Pourquoi? Je pense pas que j'ai plus de talent. Je suis pas un esprit... Mais c'est Elizabeth Gilbert. Elle a un super livre. Il est en haut, d'ailleurs. Ça s'appelle Magic, qui parle de ça. Souvent, quand on trouve l'inspiration, c'est juste qu'on est réceptif à quelque chose. Puis on va prendre le temps de le manifester, de d'œuvrer dans le sens de notre inspiration. Moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai une idée, je l'applique. Puis le doute, je l'élimine, puis je fonce. Fait que ça a été un peu ça, mon parcours comme entrepreneur, surtout au démarrage de ma ferme. Est-ce que c'est logique? C'est super inspirant. Tu as compris? J'ai complètement compris, parce que c'est quelque chose que tu reçois, auquel tu te connectes, qui n'est pas forcément visible, explicable comme ça, et où tu te sens investi de quelque chose. Ouais. C'est de l'ordre un peu d'un mélange entre l'intuition et de recevoir quelque chose de l'au-delà, j'ai envie de dire, ou quelque chose comme ça. Je le vivais pas comme ça. Ouais. Je pense que de l'intuition, puis j'étais dans l'action aussi. Fait que, c'est juste en regardant un peu plus loin. Puis c'est un jour, quand j'ai lu son livre, Elizabeth Gilbert, c'est elle qui a écrit Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime. OK. Ce livre-là est vraiment super. J'invite les gens, les écouteurs à écouter, les auditeurs à lire ce livre-là. Mais c'est intéressant. D'où vient l'intuition, d'où vient l'inspiration, d'où vient le succès qu'on a. Un entrepreneur qui crée à partir du vide quelque chose qui n'existait pas. Tu t'aperçois parfois qu'il y a plusieurs idées qui naissent en même temps dans le monde, à plusieurs endroits. Ouais, c'est ça. Tu te dis, oui, il y a des synchronicités qui sont parfois surprenantes. Ouais. On en revient au côté jalousie. Comment toi et ta femme géraient un peu les événements du lancement de la ferme et ce décollage qui s'est fait assez rapidement dans les premières années? Je te dirais, le travail que j'ai commencé à faire de parler de notre modèle d'affaires, c'était probablement à l'an 5-6, peut-être l'an 7. Donc, tu sais, j'étais trop occupé de toute manière à construire la ferme, développer ma clientèle, construire ma maison avant ça. Mais quand j'ai commencé à être un petit peu plus vocal sur notre ferme, on a eu un concours aussi qui nous a propulsés. J'ai appliqué à un concours pan-canadien, donc à travers tout le Canada. C'était l'excellence à la relève agricole. Puis eux autres, ils faisaient les analyses de tous tes chiffres d'affaires, puis les ratios, puis ils décernaient des prix. Puis nous, on a gagné le premier prix sur une ferme d'1 hectare. Parce que des marges de 40 %, ils n'avaient jamais vu ça en agriculture. Ouais. Donc, c'était un peu ça aussi. Donc là, ça l'a attiré. C'est très inusité que notre ferme gagne ce prix-là. Parce que c'est des fermes laitières, c'est des fermes de relève, c'est une micro-ferme. Là. On n'avait jamais vu ça. Donc, c'est un peu là que c'est né les gens me questionnaient, tout ça. Puis, ce qui a toujours fait mal à ce moment-là, puis dans le futur, c'est que c'était mon réseau, mes collègues, les altermondialistes qui étaient comme en train de faire des fermes. C'était souvent eux qui me dénigraient. Donc, ça me rappelle des bons souvenirs aussi. Fait que, ça fait un peu mal parce que tu essaies de convaincre pour, moi, je pense, des bonnes raisons. Puis c'est souvent ton propre milieu qui vient essayer de te... Très souvent. C'est souvent juste quelques personnes, mais on dirait que ça... Mais ça touche. Ça touche, puis c'est comme si 100 personnes vont dire bravo, puis il y en a 2 qui disent t'es un gros con. C'est ça que tu vas te rappeler de ça. Bien sûr. La ferme se développe. Ouais. À un moment donné, on passe à un autre stade, celui de la transmission. Ouais. Par le biais du bouquin, qu'est-ce qui fait exploser à un moment donné, tu passes à un stade de justement d'être connu hors dehors des frontières. Qu'est-ce qui fait exploser ça? C'est le livre, je pense, non? Ouais, le livre. En fait, mon histoire, moi, c'est le livre. Là. Si les gens veulent savoir, il y a plein d'aventures qui vont m'arriver après, mais le livre, ça a été encore un peu la même chose. Moi, je n'arrivais plus à dormir la nuit parce que j'étais obsédé par cette idée-là d'écrire un livre.
J'avais jamais écrit. Je suis quelqu'un qui est à la limite dyslexique. C'était pas mon médium. Je connaissais pas ce médium-là. Mais il y avait une force qui me disait il faut faire un livre. Puis, à l'époque, j'ai pris une année sabbatique pour m'asseoir et écrire. Donc, encore là, on prenait un risque. Il y avait un investissement en temps. Puis, le fait que je devais payer quelqu'un pour faire le travail que je faisais à la ferme. Tu sais, je me souviens, j'écrivais là, sur un laptop, là, les anciens Mac là, avec des petits, tu sais. Puis je m'assoyais tôt le matin, puis je restais jusqu'à tard le soir. Tu sais, je m'étais donné vraiment un... J'ai vraiment travaillé fort, là. Ça a été une année très, très difficile au niveau de ma santé. Je buvais 2, 3, 4, 5 cafés. Tu sais, j'essayais d'être toujours en mode yes. Mais quand t'écris, puis je savais pas à l'époque, tu sais, des fois t'écris, puis c'est nul. Mais il faut que tu continues d'écrire, puis tu te dis le lendemain matin, ta pensée va se préciser, ça va se clarifier. Fait que tu sais, j'ai vécu beaucoup de trucs, puis quand le livre est sorti, ça a été fou d'un coup. Je pense que la maison d'édition, elle avait fait 2000 impressions. Rappelle-moi la maison d'édition déjà. C'est Éco-Société. C'était une maison d'édition très alternative. Moi, j'en avais approché beaucoup pour publier le livre. Ils m'ont tous refusé. Éco-Société. C'est toi qui es allé... Ouais. Moi, j'étais arrivé avec un manuscrit. J'avais les textes corrigés, j'avais la mise en page, j'avais payé pour les illustrations. Tu sais, je leur ai donné le livre, là. Puis les gens me disent « Ouais, un livre sur l'agriculture, il y en a d'autres. Qui va lire ça? C'est pas très intéressant. » Tu sais, il n'avait pas lu, il y avait une idée préconçue. On fait 2000, je pense, première impression, c'était 2000 livres. 5000 livres, c'est un best-seller au Québec. Parce qu'on est 9 millions. Donc, pour que les gens voient l'échelle de grandeur. Puis, dans les 2 premiers mois, il y a eu 2-3 événements qui m'ont un peu mis à l'avant-plan. Le livre partait. Puis, comme il n'y avait pas assez d'impressions pour les commandes, le livre a été backorder. Comment on dit backorder en français? Backorder. C'est comme il est en rupture de stock. Oui, rupture. Ouais, rupture de stock pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à temps qu'il fasse une réimpression. Mais là, les commandes continuaient de rentrer pour le livre. J'ai eu de la bonne presse, il est arrivé 2-3 trucs à la télé. Puis, donc, quand le livre est revenu disponible en librairie, cette semaine-là, il était numéro 2 sur le best-selling list, à côté d'un livre que les gens connaissent, 50 Shades of Grey. Et à gauche, à droite, Le jardinier maraîcher. J'espère que tu as pris des photos de tout ça. Parce que là, là, je regardais ça, puis tu sais, tout le travail que j'avais mis là-dedans, tout le risque que j'avais pris, là, j'étais comme wow. T'avais d'autres ambitions derrière en toute sincérité, derrière la publication de ce livre. Est-ce que tu avais envie de faire connaître mondialement tout ça? Est-ce que tu pensais que ça allait pouvoir prendre? C'est drôle que tu me demandes ça, puis je sais pas vraiment si je l'ai déjà dit ça. Parce que, tu sais, tu veux pas paraître comme si... Oui, je sais. Tu sais? Ouais. Mais moi, je m'étais écrit un papier qui, tout au long du temps que j'investissais à écrire le livre, je relisais matin et soir pour me garder en confiance. Puis j'avais écrit qu'avec ce livre-là, je l'écrivais pour que des centaines de milliers de gens le lisent à travers le monde, que je devienne une référence en agriculture biologique, puis que je contribue à changer le monde pour un avenir vraiment positif. Puis j'avais écrit ça là, assez textuellement, puis je le lisais matin et soir. Tu sais que ça me fait énormément plaisir d'entendre ça. Ouais. Tu sais pourquoi ou pas? Ben, raconte. Peut-être que tu as vécu la même chose. Parce que je trouve que l'ambition dans nos secteurs, entre parenthèses, militantistes, plein de convictions autour de la régénération, autour de l'écologie, du bien-être humain, etc., est souvent quelque chose de réprimé. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'osent pas, ou de personnes qui ont du leadership dans ces milieux-là, qui n'osent pas dire qu'ils avaient envie d'en avoir, qu'ils avaient envie de devenir une référence, qu'ils avaient envie d'avoir du succès, qu'ils avaient envie de... Parce que c'est pas bien, c'est arrivé par hasard, c'est machin, c'est bidule. Je trouve que l'assumer, c'est très fort. Et moi aussi, j'ai toujours eu une ambition, et j'ai toujours eu envie de créer quelque chose à impact fort, puissant, massif, parce que j'ai envie, je suis comme ça, et je trouve que c'est super de l'assumer, quoi.
Ouais. Donc c'est très pour moi c'est très intéressant d'entendre ça et je pense que ceux qui nous entendent n'hésitez pas, ayez de l'ambition Tu connaissais cette technique-là d'écrire? Bien sûr, je le faisais tous les 6 mois. Je pense sincèrement que ça a été ça la cause parce que tu sais moi j'avais lu mon Dieu, j'aimerais ça me rappeler le nom de ce livre-là, ça m'avait vraiment marqué. Puis lui il décrivait cette technique-là, dans le fond, c'est que si tu veux arriver à un objectif, il faut que tu l'imagines, il faut que tu le visualises. Tu te projettes. Tu le projettes. Puis sois vraiment open-ended, là, comme mets-toi pas de limite. Ça peut être plus extraordinaire que tu peux imaginer. Là. Mets-le beau comme ça. Puis lis-le régulièrement. Puis à l'époque, ça m'avait beaucoup... C'était comme une bouée parce que j'étais tellement dans un vide. Tu sais, j'avais des amis qui disaient « je vais écrire un livre. » Puis parce qu'il y avait un trip d'écrivain. Moi, je voulais partager quelque chose que je pensais avait beaucoup de valeur. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer. Ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Ouais, là, le livre, il a touché la vie de tellement de gens qui sont en agriculture aujourd'hui. Et même ailleurs, même des jardiniers. Ouais, ils vont dire, moi, tout a commencé quand j'ai lu Le jardinier maraîcher. Ce que j'entends le plus fréquemment, c'est j'ai commencé à lire ça, puis j'ai lu 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'étais captivé, puis à la fin, je savais que mon rêve, c'était de faire ce métier-là. T'as amené un espèce de mode d'emploi aussi. C'était très rationnel, c'était très, applicable. Ouais. Et ça, c'est fantastique. Donc ce livre prend une dimension très importante. Comment tu gères personnellement cette transition avec la ferme, etc. Est-ce que au fil des interviews, au fil du développement du livre, parce que quelque part, il y a presque un nouveau métier qui commence à se présenter à toi, ou pas? Ouais, ben là, c'est ça. Je suis invité de plus en plus à l'extérieur. Donc, tu sais, ça commence avec la France. Ça a été dans ma carrière l'invitation de venir présenter à Paris. Moi, je n'étais jamais venu en Europe. Je viens d'une famille où on n'était pas allé en Europe. Tu sais, it was a big thing d'aller en Europe, là. Puis d'être invité à Paris, présenter. Mon livre était aussi en nomination dans un concours à Versailles. Ouais, c'est Versailles. C'est quand même, tu sais. Petit gars du Québec qui a son livre finalement élu. Puis il y avait justement un journaliste très, très connu. Le journaliste le plus connu de tous les temps au Québec habitait sur mon rang. Il faisait du vélo. Lui, il adorait Maud Hélène. Maud Hélène, c'est ma blonde. Il faisait du vélo, puis il allait parler avec elle. Tu sais, elle, c'est une femme de la terre. Là, fait que... Puis j'y avais parlé de mon livre la première semaine que je l'avais sorti. J'y avais dit, Monsieur Foglia, regardez, j'ai écrit un livre sur comment faire une ferme comme ici. Puis il m'avait dit, Jean-Martin, tu sais, qui va lire ça? Ça n'intéresse personne. Puis il avait écrit une chronique quand je lui avais dit que j'étais à Versailles 1 an plus tard. Puis là, il avait écrit notre histoire qu'on avait vécue dans un tipi. Puis... Fait que, pourquoi je te raconte tout ça, c'est... j'ai perdu le fil. le côté nouveau métier qui s'ouvre à toi. Ouais. Comment tu gères la ferme? Comment tu gères le fait d'être auteur, d'être le plus comment dire, en voyage? Ouais, j'arrive à Paris. Je suis accueilli à Paris. Je pense qu'il y avait 200 personnes à cet événement-là. Donc, tu sais, on va dans un événement, on fait une conférence, puis les gens achètent notre livre. C'est un peu ça le modèle d'affaires de l'auteur. Signe des livres, voilà. Petite histoire un peu trop longue que je vais essayer de garder courte. Ça, c'est beau parce que moi, mon mentor à moi, c'est un maraîcher américain qui s'appelle Elliot Coleman. Puis lui parlait français. Puis quand il était jeune, il était venu, jeune maraîcher, il était venu en France visiter des fermes qui travaillaient comme leur grand-père. Ça, c'était vraiment des micro-fermes. Puis lui, après ça, a fait un livre qui, moi, complètement... C'est vraiment
la base de ce que j'ai fait. Puis il m'avait écrit une lettre pour me dire, là, le fait que toi, tu as écrit un livre inspiré de moi qui retourne en France en français, c'est la boucle qui se boucle. Mm-hmm. Parce que tout le modèle que j'ai inventé, c'est exactement comment les maraîchers parisiens du 19e siècle travaillaient. Pareil, copier-coller. Mm. C'est les mêmes dimensionnements, c'est la même logique d'organisation, mais moi, je ne savais pas. C'est par après que j'ai trouvé ces anciens livres-là puis que j'ai vu les traités de maraîchage, tu sais, en 1810, 1820, 1830. À l'époque, des dizaines de milliers de petites fermes nourrissaient Paris, une ville de 3 millions d'habitants. Puis là, je découvre que dans le fond, ce que moi j'ai inventé, entre guillemets, sérieux, c'est le même truc que ce que les anciens faisaient. Mm-hmm. Puis de nommer ça, tu sais, il y avait vraiment quelque chose de magique encore une fois, là. Il aurait pu y avoir une réaction d'ego de sa part, de se dire « Oh, il y a du travail un petit peu à moi qui... » Ouais, c'est toi qui ça, c'est arrivé plus tard. C'est arrivé, ouais. Bon, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de succès... Ça peut être normal. Ouais, c'est arrivé plus tard. Et d'ailleurs, tiens, comment t'expliques que toi, ça a fait cette traînée de poudre et que cette visibilité... Parce que finalement, Elliott, il présentait aussi ce travail. Comment ça se fait que toi, ça a fait une telle... flambé en termes de visibilité, en termes de... Je pense que je suis un bon communicateur. Ouais. Donc, je pense que quand je m'exprime, c'est clair, c'est concis, les gens comprennent. Mon livre aussi. Par écrit aussi. Il est bien écrit. T'es pédagogue. J'avais fait tellement attention d'avoir aucune tournure négative. Mm-hmm. Je m'étais donné là, que le livre, il n'y aurait pas une phrase qui serait dans une tournure. Je voulais tout tourner au positif, tout le temps. J'ai des défis, je les règle de cette manière-ci, au lieu de dire c'est difficile. Puis je pense que ça, c'est positif, c'est communicant. Après ça, mon enthousiasme. Je pense que ça a toujours été ma grande, grande force. J'arrive dans un truc avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis pas là pour faire peur aux gens. Je suis là pour les exciter. Je suis là pour les convaincre. Je suis là pour leur partager mon amour, ma passion. Donc, je pense que ça, l'enthousiasme, ça a été ma plus grande clé. C'est ce que j'observe depuis une petite quinzaine d'années là, que je suis un peu dans les milieux, enfin un peu beaucoup dans les milieux écolos, etc. Il y a une façon de transmettre les choses et c'est pour ça que le film Demain, je pense, a tellement marché aussi. Il y a une façon de transmettre les choses. Si t'es dans la culpabilisation, si t'es dans l'injonction, tu vas dans l'aigritude. Il est clair que tu vas pas te faire des alliés, quoi. Non. La positivité, le fait de mettre de l'enthousiasme, le fait de montrer des modèles désirables. Ouais, montrer l'exemple. D'incarner ce que tu proposes. Ouais, fait que les choses sont pas reçues de la même manière. Gandhi l'a toujours dit, ça. Tu dois incarner le changement que tu proposes parce que sinon, c'est pas cohérent. Ouais, clairement. Puis c'est pour ça, des fois aussi, que les leaders dans le mouvement écologiste, on en a vu beaucoup qu'on a perdu confiance en eux parce qu'ils incarnaient pas ce qu'ils prêchaient. Puis c'est pas juste de pas prendre l'avion, là. C'est vraiment... C'est walk the talk. Puis ça, c'est vraiment important. Clairement. Je pense que ton bilan, même si tu as pris l'avion quelques fois pour transmettre tes connaissances, ton bilan est largement au-dessus de... Je sais pas, mais dépenses énergétiques. Je prends beaucoup l'avion. Ça m'inquiète un peu aujourd'hui parce que là, je suis invité partout dans le monde pour aller faire des présentations, pour aller accompagner des gens qui ont commencé à faire ces projets-là puis que moi, je suis comme un peu leur mentor ou leur... Puis que là, ils m'invitent. J'étais à l'inauguration de Cultive, une ferme-école près d'Angers, vraiment spectaculaire. J'ai étudié à Angers. Je pense que je me suis trompé sur ça. Ouais. Désolé, Baptiste. Mais peu importe. C'est ça. Aujourd'hui, je trouve ça drôle d'être quelqu'un qui prêche encore l'agriculture écologique, mais mon bilan carbone... Tu sais pas encore quel est ton bilan carbone, en fait. Je suis pas sûr que je veux le calculer. Moi, j'aime bien moi, quand je suis allé étudier la permaculture en Australie auprès des fondateurs, on se prenait pas la tête sur le fait de creuser une mare avec une tractopelle ou une mini-pelle ou quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'il va y avoir, le bilan va être rééquilibré largement sur
6-7 générations. Tu te rends même pas compte du nombre de quelque part de petits et d'arrière-petits enfants du maraîchage que tu génères. Donc ça va être extraordinaire, moi, je pense. Après, c'est mon avis. Mais ok, donc le succès grandit. J'aimerais savoir un petit peu, j'ai tellement de questions à te poser qu'il faudrait 3 heures, on en fera un deuxième. Mais j'aimerais te parler un petit peu du côté équilibre pro-perso, parce que tu parles de ta blonde, justement, Maud Hélène. Quel rôle elle joue dans votre aventure ? Parce que toi, tu es le personnage visible de tout ça, mais j'imagine qu'elle a un rôle très important. Ben oui. Et aussi, comment ça se passe, comment ça vit ça entre vous, succès, etc. Ben là, on est encore ensemble. Là, ça va faire 25 ans cette année. Merci. Puis, tu sais, je réalise aujourd'hui, dans la dernière année, à quel point que, tu sais, ce que j'expliquais souvent, moi, c'est quand on jongle avec plusieurs balles, comme j'ai fait toute ma carrière, tu sais, t'as une balle, c'est la balle de cristal. Celle-là, tu peux pas l'échapper. Les autres, tu sais, jongler plusieurs balles, il y a une chance que tu échappes une balle. Puis il faut que tu acceptes ça. Tu vas partir un projet, il va pas fonctionner ou ça va pas être une réussite comme tu l'espères. Mais la balle de cristal, elle, il faut que tu la connaisses, puis il faut pas que tu l'échappes. Moi, ma balle de cristal, c'est l'ancrage que ma femme me donne dans mon travail. Puis la sécurité qu'elle m'apporte quand je reviens, puis tout ça. Puis dans tout mon parcours professionnel, les fois où j'ai perdu un peu ça en tête, c'est les fois où ça a été plus difficile pour moi. Puis j'aurais aimé ça être plus mature, plus jeune, mais il se passait beaucoup de trucs. Parce que on a parlé du livre, mais c'était rien à côté de quand j'ai commencé à être à la télévision, puis d'être front page, nommé une des 10 personnalités au Québec les plus influentes. Là, ça commence à ouvrir tout un truc que moi, je connaissais pas du tout, puis auquel je n'étais pas très bien préparé. Puis, tu sais, puis ma femme non plus, tu sais. On est sur une ferme, là, tu sais, on n'est pas dans le jet set, rien de ça. Puis ça, il y a eu, tu sais, des moments où, tu sais, moi-même, tu sais, tout le monde te dit que t'es incroyable. Tu commences peut-être pas à le croire, mais tu essaies d'avoir de l'humilité, mais t'es finalement un peu dépassé par tout ça, là. Ouais, ça peut tout à fait se comprendre. Ouais. Donc, voilà, je sais pas c'est quoi la... Ben, est-ce que dans ces moments-là, tu penses que tu t'es un peu perdu ou tu as eu besoin d'une boussole? Enfin, est-ce que tu penses que parfois tu as flirté un petit peu avec tes valeurs ou la sortie de tes valeurs? Comment tu le vois? Ben, je le vois que moi, je suis une personne, je suis un explorateur, je suis un aventurier, c'est ça mon profil. Donc, tu sais, l'inconnu, à la limite, j'aime ça. Puis, je trouve que dans mon parcours, mes apprentissages sont ancrés dans une sagesse parce que je les ai fait, les erreurs. Donc, je sais de quoi je parle. Je fais des réalisations, je m'actualise. Donc, tu sais, les erreurs, où est-ce que j'étais peut-être un peu désaxé de mon projet de ferme, de ma famille, très, très à l'étranger. Tu sais, finalement, t'es invité, c'est toujours bling, bling, bling. Tu te perds un peu, puis finalement, tu réalises, oups, je suis pas très bien dans ce monde-là, de toute manière. Donc, tu sais, je reviens. Puis là, la beauté, c'est quand tu es accueilli. Tu es accueilli par quelqu'un qui dit, ben ouais, tu sais, on fait des conneries, mais c'est cool, tu sais, moi, je t'aime. Puis ça, c'est beau parce que ça vient encore en plus solidifier le truc que tu te sens, que tu peux prendre des risques, qu'il y a quelqu'un qui est quand même là pour toi. Tu sais. Moi, un exemple que je donne souvent aux jeunes qui partent des fermes, c'est si tu veux avoir une ferme qui va vraiment qui va tourner, tu ne seras pas dans l'équilibre. Parce que c'est un métier de déséquilibré. Tu sais, c'est un métier, c'est comme être un athlète élite. Si tu n'as pas d'équilibre de vie, tu n'es pas avec tes amis un peu, tu joues pas de la musique un peu, tu travailles beaucoup, puis tu es focus sur quelque chose que tu veux atteindre. Donc, moi, avec le temps, ce que j'ai appris, c'est de venir mettre de l'harmonie un peu dans tous mes petits points de déséquilibre. Tu sais, mettre des petits pansements à gauche et à droite, préparer le terrain. Tu sais, je pars en tournée pour 10 jours. Avant ça, je vais m'assurer que tous les petits besoins sont comblés, que tout le monde soit bien à l'aise. Puis quand je reviens, c'est la même chose. Fait que j'ai appris à compenser pour un peu mon excès, si je peux me dire comme ça, en travaillant beaucoup sur l'équilibre autour de moi.
Puis ça m'a vraiment sérieusement beaucoup aidé à travers les années. Qu'est-ce que tu constates aujourd'hui en termes de... Alors, il y a une première question avant de repartir un peu dans l'agricole, parce que j'ai envie de savoir comment tout ça a évolué avec le temps. Mais là, aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises. Il y a une entreprise toujours autour du jardinier maraîcher. Oui, l'Institut jardinier maraîcher. L'Institut. Oui, c'est chouette. Le côté, il y a le côté vente aussi de growers, c'est ça? C'est le côté vente de... Les équipements, les vêtements. C'est ça? Ouais. Il y a un restaurant. Il y a un restaurant, Espace Old Mill. Je crois qu'il y a un logiciel aussi. Il y a un logiciel, Heirloom, c'est un logiciel de planification culturelle. Est-ce que ça, c'est des projets que tu as... Moi, j'aime bien le côté multi-entrepreneur parce que ça a toujours été un rêve quelque part d'avoir plein de petits... comment on appelle ça? De petites muses, tu vois. Oui. Est-ce que tout ça, c'est des projets que tu as initiés? Ou alors, à un moment donné, ça s'est présenté sur ton parcours? Comment ils sont venus, ces différents projets? Oui, ben moi, je pense que je suis vraiment... c'est tous des projets que j'ai initiés. J'ai aussi initié la ferme des 4 temps, qui était à l'époque financée par quelqu'un qui est devenu un ami, mais qui était un milliardaire qui, lui, voulait une ferme en agroécologie. Donc, c'est pas un projet qui m'appartient, mais c'est un projet que j'ai quand même parti de zéro. J'ai structuré. Tu sais, moi, ma force, c'est dans la vision, puis dans le décollage d'un truc. Puis après ça, je vais m'entourer d'une équipe, d'un opérateur, d'un intégrateur, puis d'une équipe qui va opérer les projets. Tu sais, aujourd'hui, on est quoi? Peut-être 30-40 salariés dans tous les projets ensemble. Confondus, oui. Puis moi, je suis comme un peu le gardien de la vision parce que chaque projet, c'est des projets entrepreneuriales, mais avec une base d'impact. Je suis sûr que toi, tu comprends bien ça. Bien sûr. Donc, tu sais, ils ont tous une mission, c'est par la business de faire avancer des idées qui nous rapprochent de l'écologie puis de l'agriculture locale. Puis je les ai partis un après l'autre sans comprendre qu'est-ce que je faisais. Encore là, un peu avec de l'insouciance. Dans mon parcours, j'avais une associée. Je partais les business parce qu'il y avait un beau modèle d'affaires, il y avait un besoin. Puis c'est elle qui était un peu l'opérateur. Puis moi, je continuais d'être dans les champs, faire mes trucs, faire la télé, continuer à rayonner. Puis on s'est séparés professionnellement. Là, j'ai hérité des business. D'ailleurs, j'ai dû les racheter. Ce que j'ai pas apprécié parce que finalement, on n'avait pas fait beaucoup d'argent avec aucune d'elles. Puis là, il fallait que je la rachète. Ça, je trouve que ça a été très difficile pour moi. Mais là, je me suis ramassé à devenir un vrai entrepreneur avec pas juste des beaux projets. Là, il y a des opérations, quoi. Ouais, puis il y a des dettes, puis il y a des faillites qui sont possibles, puis là c'est devenu sérieux. Puis ça, je te dirais, ça fait 4 ans de ça seulement. Donc, tu sais, ma casquette d'entrepreneur ou mon chapeau d'entrepreneur, c'est juste assez récemment que je suis pleinement assumé dans ça. Tu as dû recruter de nouveau? Ouais, j'ai dû remonter des équipes au complet. J'ai dû trouver des gens compétents pour être des gestionnaires d'entreprise. Tu sais, moi, je suis habitué de monter des équipes de ferme. Et tu savais recruter? Je dirais pas que je savais. Non, je dirais pas que je savais. Tu as fait plusieurs expériences. J'ai fait plusieurs expériences, plusieurs erreurs, plusieurs gens avec qui ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai eu une tendance à vouloir donner des actions rapidement pour partager les risques puis aussi avoir de l'engagement. De l'engagement, c'est des erreurs parce qu'après ça, tu es pris avec des gens qui se trouvent avec qui ça va pas marcher. Mais non. Oui, bien sûr. Donc, tu sais, j'ai appris beaucoup, comme la plupart des entrepreneurs, mais je n'étais pas dans un cercle d'entrepreneurs. Tu sais, j'étais dans un cercle de maraîchage, puis à la limite de télé. Donc, c'est ça. J'ai dû encore une fois comme réapprendre, me réinvestir dans quelque chose que je connaissais pas. Je lis beaucoup. Tu sais, j'ai lu peut-être 200 livres sur l'entrepreneurship puis comment gérer des business. C'est quoi ton préféré? Ben, c'est celui qui marche le moins. C'est comme l'enfant... l'enfant délinquant, tu sais, que t'aimes, qui est cool, qui est beau, mais qui revient, puis qui est drogué, puis tu sais, là, qui te cause des soucis comme parent. Tu sais, Growers, c'est une marque c'est une marque qui fait des vêtements, des super beaux vêtements, mais aussi des très, très bons équipements pour le maraîchage. Puis moi, j'étais très inspiré par Patagonia. Ouais. Ah oui, bien sûr. Tu sais, une marque que les gens mettent qui symbolise la protection de la nature et l'écologie.
Puis tout leur affichage, parce que c'est des gens qui grimpent des montagnes. Puis moi, je me disais, il faut mettre des maraîchers qui, eux, passent leur journée dehors. Et donc, ils ont besoin du bon matériel. Tu sais, beau temps, mauvais temps, on est dehors. Mais je trouve ça tellement plus puissant d'avoir un maraîcher qui nourrit sa communauté qu'un explorateur qui, finalement, tu sais, on s'en fout là, que tu montes l'Everest. Sérieux, à la limite, c'est polluant. Je comprends. Donc, moi, j'avais vraiment cette mission-là forte, puis de créer une nouvelle image pour la petite ferme, qui est une image très, très positive, très belle, avec toutes les histoires que je connais de gens qui sont exceptionnels dans leur champ, mais qui n'ont jamais la belle lumière. Tu sais, ils ont des belles photos, mais jamais un beau photographe là, tu sais, qui vient vraiment prendre la belle photo. Fait que Growers, là, ça fait 6 ans que le projet est parti, puis il y a eu une phase 1, une phase 2, une phase 3, un pivot, un autre pivot. Là, on est en France, distribué chez Triangle Outillage. Puis quand je suis venu en France, le nombre de fois, je me suis dit, Growers, je pense que ça pognerait ici, là. Mais ça n'a jamais encore décollé. Ça fonctionne, mais ça n'a jamais eu l'amplitude que je voyais. À réfléchir, à avoir peut-être de la patience ou peut-être de marcher pas près. Ou ouais. Faut voir. Ben, tu sais, j'ai d'autres projets qui fonctionnent bien. Le restaurant qu'on a lancé, on a eu une étoile verte Michelin. Ouais. Donc, après 3 ans. Donc, ça, c'est super. L'Institut jardinier maraîcher, on est dans 90 pays. Ça fonctionne super bien. Est-ce qu'avec ça, tu frôles pas le burn-out ou comment tu te sens? T'es en forme ou? Ouais, je suis en forme. Là, tu sais, je suis en fin de tournée. Là. Je te l'ai dit avant qu'on commence. Donc, tu sais, ça fait 10 jours qu'on est en mouvement sur un événement puis un autre. Non, le burn-out, pour moi, ça a passé proche, mais ça fait plusieurs années. Ça a été mon départ à la ferme des 4 temps quand j'ai vécu beaucoup d'émotions un peu négatives. C'était le moment du cancel culture qui était très, très fort aux États-Unis. Puis il y a une personne de mes équipes en maraîchage qui a dit que j'étais un raciste puis que j'utilisais des mots inappropriés sur la ferme, ce qui était faux. Puis ce qui était assez anodin, mais aux États-Unis, ça a pris une amplitude c'était comme incroyable. Ah oui, c'est fou ça. Puis c'était à une époque où, tu sais, le mouvement un peu cancel culture, je sais pas comment vous l'appelez ici. La même chose. Moi, j'étais pas tout à fait au courant de ça. Je comprenais pas vraiment c'était quoi. Mais tu sais, moi, j'ai vraiment goûté, là. Pour un truc que j'avais jamais fait, tu sais, qui était vraiment anodin. Puis ça s'est amplifié. Puis là, c'est les maisons d'édition voulaient peut-être retirer leur appui. Tu sais, ça allait loin, ça allait très loin, des contrats qui se perdaient. Puis ça m'a profondément affecté, là. Ça a comme toute l'espèce de naïveté puis d'enthousiasme que j'apportais dans mes projets puis dans mon message, tout d'un coup, c'est comme si mon univers avait été un peu abîmé. Je comprends. Mon âme. Fait que ça a été très, très difficile pour moi là, de sortir de ça. OK. Ouais. Donc, t'as des tricks pour te ressourcer, toi, perso? Pour ne pas être justement allé dans ce burn-out? T'as des soupapes de sécurité? Oui. Ouais. Ben, tu sais, je pense que comme tout le monde, faire du sport, c'est important. La drogue, oui, la drogue, la bonne vieille drogue. Faire du sport, tu sais, ça sauve le monde. Tu sais, je vois que tu as un bracelet, donc toi, tu dois être au sport aussi. Boire beaucoup d'eau. Ça, je pense que les gens ne savent pas à quel point ça a un impact. Là, tu sais, si jamais on se dit que ça doit être bu dans une demi-journée, ben moi, je mesure mon eau comme ça. Puis après ça, je te dirais que de prendre des moments off. Moi, je time block beaucoup mon calendrier. Donc, tu sais, mes équipes, quand ils voient le calendrier pour la semaine, il y a plein de blocs où je ne suis pas disponible. Mais ça ne veut pas dire que je suis occupé. Ça veut juste dire que comme tu peux rien mettre là. T'es en repos. Tu sais, j'ai des moments où est-ce que je peux décider que s'il faut que je me ressource, je vais me ressourcer. Si je veux m'avancer sur des projets, je vais travailler. Mais tu sais, je bloque beaucoup d'espace. Puis ça a beaucoup changé pour moi. Sinon, ben tu sais, t'es toujours... en action. Toujours en action, à l'arrache. Une toujours rencontre. Un peu borderline sur le Donc, tu sais, je me rends compte que je suis plus efficace avec moins de temps quand je suis plus structuré. Donc ça, c'en est un. Puis évidemment, ben m'entourer avec des bonnes équipes. Puis me montrer vulnérable à mes équipes. Ouais.
Oui, bien sûr. Donc, tu sais, mes équipes savent que, les gens disent que je suis un grand maraîcher, blablabla, mais tu sais, eux autres, ils me voient péter, puis, tu sais, ils me voient pleurer, puis ils s'occupent de moi, puis moi, je m'occupe d'eux. Donc, tu sais, ensemble, ça, je trouve que c'est important. Tu sais, je peux pas m'imaginer un patron d'entreprise ou un chef d'entreprise qui n'a pas une garde rapprochée avec lui au travail où est-ce qu'il peut être un peu lui-même. Ça doit être difficile. Non, ça doit être... Oui, je pense que c'est impossible. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, le métier, le patron un peu classique, là, qui doit se cacher tout le temps. Ouais, puis qui est un mauvais boss, puis qui est blablabla. Qui est pas naturel. Non, mais c'est... Je comprends ça. Qu'est-ce qui est l'avenir pour toi? Qu'est-ce que tu vises là maintenant? Quand même, t'as quand même des réalisations qui sont exemplaires. Là, aujourd'hui, c'est quoi ton nouveau goal? Ton nouveau... Ben, c'est une belle... Si t'en as un. Ben ouais, c'est une belle question que tu me poses. Tu sais, j'ai tellement projeté, j'ai tellement manifesté, j'ai tellement travaillé fort pour accomplir des trucs. Tu sais, aujourd'hui... T'as quel âge déjà, Jean-Marc? 47. 47. Toi, t'as quel âge? 50, bientôt. Oh là là, on est proche. Très, très bientôt. Ah, tu le fais bien, hein? Ouais. Moi, ça m'encourage de voir des hommes plus vieux, des hommes dans la soixantaine qui sont top shape. Ouais. Tu sais, ils ont l'air d'avoir des super belles vies. Moi, je pense de plus en plus à ça. Comment je veux être pour les prochaines années. Je pense beaucoup également à prendre du temps avec ma femme, ma blonde, d'être disponible pour les autres. Donc, je suis dans une démarche consciente où j'essaie de ne pas faire de projet, j'essaie de ne pas me visualiser où je veux être, j'essaie de ne pas me manifester. C'est très, très contraire à tout ce que j'ai bâti durant 20 ans. J'essaie de déconstruire ça pour me rendre juste présent et disponible. Puis un peu, ça arrive aujourd'hui, je l'accueille, parfait. Tu sais, mes ambitions ont grandement diminué. Puis, tu t'es prouvé ce que tu avais de prouver? Oui, puis je me suis rendu compte que c'était un peu une autre forme de course. Même si c'est tous des projets extraordinaires, ça demeure des projets qui peuvent t'englober, puis pourquoi finalement, tu sais. Si Growers devient Patagonia, est-ce que je vais être plus heureux? Sûrement pas. Ça va rien changer, finalement. Fait que je lâche un peu prise, puis c'est difficile pour moi. C'est pas facile. Comment tu vois, en dernière question, comment tu vois l'évolution de ton modèle? Aujourd'hui, il a été beaucoup transmis à travers le monde. Avec réussite, parfois peut-être moins, j'en sais rien. Tu vas me le dire. Est-ce que tu as vu finalement d'autres facteurs qui font la réussite de ce modèle? Il n'y a pas finalement qu'à transmettre un modèle applicable. Peut-être qu'il y a du mindset à amener aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui font que parfois, même avec la méthode, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu penses qui manque? Tu poses vraiment une très, très bonne question. C'est une question que je me pose beaucoup. Parce qu'on a développé plusieurs outils. L'Institut jardinier maraîcher est né d'un cours en ligne qu'on a lancé qui, en une journée, a rentré 1,4 million dans le compte de banque. J'aurais jamais imaginé que le cours qu'on lançait aurait 400-500 personnes qui l'achèteraient comme overnight. Puis c'est un cours que j'ai continué de faire évoluer. Donc, tu sais, toutes les techniques et les méthodes que tu as besoin pour être un bon maraîcher sont filmées. Ça t'accompagne puis ça accélère drôlement la courbe d'apprentissage. Un logiciel qui est avec l'AI pour la petite ferme, c'est incroyable ce que ça fait. Plus des designs de ferme qui sont, somme toute, très, très bien expliqués puis que tu es capable de calquer. Mais le mindset, l'organisation du travail, le débouché commercial, ça, c'est des trucs... Oui, ça se transmet. Mais moi, j'ai lâché prise. Il y a eu un moment donné, je voulais que les gens restent assez fidèles à la méthode parce que ce que je voyais, c'est que les gens ne l'appliquaient pas puis ils n'avaient pas les bons résultats. Je continuais de marteler le clou de non, respecter ce que moi je fais. T'sais, en France, ça marche pareil. Là. Les gens disaient oui, mais en France, oui, mais tu sais, oui, mais je suis comme hey, oui, mais là. Moi, si je viens en France puis je fais ma ferme, là, vous allez voir que je vais faire un chiffre d'affaires de feu. Là. Puis vous avez des marchés incroyables puis vous n'avez pas d'hiver. Donc, tu sais. En tout cas, pas les vôtres. Laissez-moi tranquille. Nous, il fait moins 20 l'hiver. Puis là, aujourd'hui, on était avec Tom Rial, une ferme du Perche, juste avant de rentrer en onde avec toi. Puis c'est fou là, ce qu'ils font. Là. Donc, il y a vraiment un potentiel de fou. Il y a un potentiel. Si on veut vraiment se donner les moyens d'aller le chercher.
Des micro-fermes comme celles qu'on a mis au monde, je pense qu'il va en avoir 10 000 qui vont naître dans les prochaines années en France. C'est beaucoup, 10 000. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en reconversion professionnelle. Puis j'ai 2 indicateurs. Fait que là, la formule, elle est là, elle fonctionne. Si quelqu'un la prend, si quelqu'un arrive avec un autre bagage de métier, puis et justement est ouvert à quelque chose de totalement nouveau, applique les méthodes, il va réussir. Après ça, il y a 2 facteurs en France qui font que ça va exploser, à mon avis. La campagne française. Qui ne veut pas vivre dans la campagne française? C'est la plus belle campagne au monde. Puis il y a encore beaucoup de fermes qu'on peut acheter à moins de 200 000 €, 150 000 €. Ça n'existe plus chez moi. Puis aux États-Unis... Là, oui, ou même de la terre agricole à des prix encore plus faibles. Aussi. Ah non, puis ça n'existe pas. Puis c'est la plus belle campagne. C'est la maison de pierre qui est tout brisée. Ça demeure un bijou. Au Québec, des maisons comme ça, il n'y en a pas. Je pense que ça va inviter les gens. Puis il y a un marché. Les gens en France demeurent des gens qui veulent bien manger. Qui aiment le goût. Qui aiment le goût des choses. Ça va pas aller... ça va pas s'en aller. Fait que moi, je prédis quand même vraiment un bel essor là, à l'agriculture écologique. Ben écoute, nos écopreneurs t'entendent. C'est souvent des gens qui sont justement en reconversion et qui sont dans ce type de recherche, de sens aussi, de faire quelque chose avec du sens. Seulement, un retour à la nature n'est pas forcément un retour au travail de la terre, parce que parfois il y a des fantasmes autour de ça. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention un petit peu à ça, mais si vraiment on a envie d'être dehors et de s'engager dans quelque chose, ça peut être une excellente reconversion. Un grand merci, Jean-Martin. C'était vraiment très riche, cette conversation. Je suis super heureux de notre entrevue. J'espère que ça aura inspiré les gens qui nous écoutent. Et puis je te dis belle suite à toi, en espérant que tu trouves la continuité de ton chemin avec du bonheur, avec plein d'épanouissement et le meilleur. Merci pour ta belle écoute. Puis salutations à tout le monde qui nous écoute. Merci bien. Si cette conversation avec Jean-Martin Fortier t'a vraiment inspiré, retiens une chose, on ne régénère pas le monde avec des conversations de canapé ou des slogans, mais avec des modèles rentables, désirables, transmissibles, que tu sois artisan, restaurateur, coach, designer, industriel, créateur de marque ou agriculteur. La logique, c'est la même, une audience claire, un problème ou un besoin que tu remplis là aussi de manière spécifique, une exécution exigeante, une proposition de valeur irrésistible et une ambition assumée, comme on le voit aussi chez Jean-Martin. Pose-toi cette question, comment moi je peux agir à mon niveau dans ce cadre d'action précis, comment tu peux créer de la valeur réelle et une expérience client mémorable. Commence petit si tu veux, mais commence structuré. Alors merci à Jean-Martin pour la clarté, l'enthousiasme, la franchise de son discours, et puis merci à vous qui écoutez Entrepreneurs du Vivant. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre bibliothèque de ressources que vous pouvez trouver en description, où vous pouvez par exemple télécharger le PDF des 165 niches pour lancer votre activité d'écopreneur. Abonnez-vous, que vous soyez sur YouTube, laissez 5 étoiles si vous écoutez ce podcast. Ça nous aide à faire rayonner tous ces modèles. Rejoignez la communauté écopreneur si vous voulez être accompagné pour passer de l'idée, ou alors en tout cas de l'envie, au premier revenu aligné, quel que soit votre secteur. On se retrouve prochainement pour le prochain podcast avec un nouvel invité et un nouveau chapitre de l'économie régénérative. On a besoin d'entreprises qui réparent le monde, pas demain, dès aujourd'hui. À bientôt. Ciao.